mes cheveux, ça doit être une catastrophe, putain. Salut à personne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouveau récap et film de février 2023. Alors actuellement, au moment où je lance la vidéo que je tourne, on est le 24 février. Cette vidéo là, elle sort le jour où Dune sort. Et pourtant, j'enregistre au moment où je n'ai pas vu Dune. Parce qu'en fait, je vais voir Dune le mardi, un jour qui précède la sortie du film. Je vous ferai un récap sonore et pas vidéo. Donc il y a bien Dune dans la vidéo, je vous rassure. Il y a bien Dune. J'ai vu à peu près une quarantaine de films. On va pas parler de tous les films, mais je vais vous parler des plus notables et surtout de ceux que j'ai envie de parler, quoi. Je rappelle surtout que c'est mon avis personnel. C'est d'après tous les films que j'ai vus, c'est d'après ce que je connais du cinéma, c'est d'après ce que j'imagine des films, ce que j'imagine du cinéma. Ce sont mes interprétations. Forcément, tout est subjectif. Voilà, c'est important de le rappeler. Alors on va commencer tout au début du mois. La dernière fois, j'ai arrêté la vidéo sur le fait que j'allais voir Sleep. Je l'ai vu, il est sorti même ce mois-ci. Je l'ai vu le 29 janvier, mais bon, il est sorti en février le film. C'est un film coréen d'horreur qui va traiter du somnambulisme. C'est fou, Sleep, c'est vraiment bien, hein. Il y a des vraies bonnes idées de mise en scène. Alors voilà, pour le coup, au moment où j'en parle, ça fait vraiment un petit moment, donc là j'ai plus les idées très claires. Par contre, je sais que je peux vachement le comparer à The Stranger, c'est-à-dire parle de quelque chose de très terre à terre, et petit à petit on part dans une vraie folie horrifique, religieuse. Voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, c'est très surprenant. Pour l'anecdote, nous on l'avait vu avec le réalisateur du film lui-même, qui nous avait exprimé qu'en fait il y avait Bong Joon-ho, littéralement le gars l'avait vu durant une compétition et il lui a fait ce retour du style ah tiens tu devrais faire ça comme ça, le montage, nanana. Le mec a eu l'appui de Bong Joon-ho. Voilà. J'ai vu le 4 février Dali, le nouveau film de Quentin Dupieux. Moi je suis extrêmement fan de Quentin Dupieux, j'adore toujours ses univers assez loufoques. Il y a effectivement des films que j'apprécie pas forcément de Dupieux, mais Dali, eh ben je suis perdu. Pourquoi? Parce qu'en fait moi je connais très peu l'univers de Dali, de Salvador Dali. Je connais très peu. Et d'être lancé dans un faux biopic qui est complètement dans la veine de Dali, c'est pas mal hein, mais ça m'est passé complètement à côté lors de la séance. Mais plus j'y repense, plus je trouve ça vraiment bien. La scène d'intro est tellement drôle. Juste l'idée d'avoir différents Dali pour représenter différentes facettes d'un artiste, tout ça, c'est vraiment très bien pensé. Ça me fait absolument dire quelque chose qui est, faut que je rattrape le travail de Salvador Dali. Il y a au moins 6 expos sur lui, tous les ans il y a 6 expos. J'ai vu un coup de dé. Bon voilà, j'ai vu le film. La Bête. Oh là 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 là. C'est sublimement mis en scène. C'est une merveille de mise en scène. Tout au long du film, c'est extrêmement bien pensé, extrêmement bien réalisé. Toute la scène d'intro, dans un fond vert, j'ai réussi à savoir où est-ce qu'elle était placée dans la géométrie, tout ça, alors qu'elle est dans un fond vert. C'est quand même beau. Et pas un fond vert genre juste une toile. Non, elle est sur des murs entiers fond vert. Voilà. Une fois que vous avez passé ça, bah ça me fait chier un film qui est extrêmement bien réalisé et c'est tout. Parce que oui, on est d'accord, la particularité du cinéma, c'est la mise en scène visuelle qu'elle a comparée aux autres styles d'œuvre qu'est par exemple la musique, le théâtre, l'architecture, tout ça. Mais en fait, c'est un truc qu'on oublie peut-être, c'est que le film, c'est tout. C'est tout. C'est le scénario, c'est la musique, c'est tout a une importance. Donc un film où c'est extrêmement bien foutu en termes de mise en scène, je le reconnais, mais ça me fait terriblement chier. Je me passe un très mauvais moment tout le long du film. Tout le long du film, hein, j'étais en mode putain, c'est ouf hein, ce qui est fait. Mais tu me racontes quoi? J'ai rien compris. Je vais me faire des ennemis hein, vu comment le film il a adoré. C'est très bien mis en scène, hein, je vous le rappelle. Vraiment, c'est sublimement mis en scène. Mais c'est tout. Ça suffit pas pour faire un film. Ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah, Amelia Children. Vraiment j'y ai cru, je vous jure j'y ai cru. J'ai pas passé un bon moment et on va pas en parler plus. Alors j'aime pas trop parler des films que j'aime pas, je préfère parler des films que j'aime. C'est pas le cas pour Amelie Children. Voilà, on passe à la suite. Ah la suite elle est sympa aussi. Le Molière imaginaire, je l'ai vu en avant-première avec l'équipe du film. C'était pas bien. Je vais en parler vite fait, je sais que c'est complètement contradictoire vu qu'avant j'ai dit que je préfère pas parler des films que j'aime pas. Mais Molière imaginaire, c'est un gars du théâtre qui arrive et qui vient faire un film de cinéma. Et son objectif c'est, ok très bien on va raconter les quelques heures avant la mort de Molière sur la représentation du malade imaginaire en plan séquence tout le long. Sauf que ton plan séquence il a aucune signification narrative et là tout le long ça raconte rien. Parce que le nombre de fois où ton plan séquence en fait il est juste là et on le remarque simplement quand il y a les transitions. Plan fixe tout le long, tout le putain de long. Ouais je suis vénère. Plan fixe et après hop, changement de scène. Ah, une scène là, plan fixe sur ces deux personnages là. Hop, plan fixe. Vous m'avez compris tout ça pendant 1h30. C'est ce surjeu constant. Encore quand c'est sur scène, je peux comprendre, mais quand c'est en dehors de la scène, tout le monde surjoue partout. C'est insupportable. La seule chose intéressante du film, c'est où est-ce que le corps de Molière finit. Et cette belle petite transition, parce que plan séquence oblige, tu peux pas faire tout de l'intérieur à l'extérieur sans passer par une petite tricherie, mais une tricherie qui est bien trouvée pour le coup. J'avoue, c'est une tricherie qui est très bien trouvée à la fin. Mais bon, ça justifie pas les 1h30 que j'ai subi avant pour voir cette tricherie. Hein. Vraiment, on pourra plus faire un petit court-métrage, c'était très bien comme ça. Ouais, et puis les vieilles. Oh, j'ai pas dit, il y a un groupe de vieilles. Elles ne servent à rien, ne racontent rien dans l'histoire. Est-ce que je sature depuis tout à l'heure? Putain.
Putain, ça se trouve, je sature depuis tout à l'heure. Oh, j'ai une flemme de refaire la vidéo. Désolé si ça sature. Allez, qu'est-ce que j'ai vu en salle? Nuit en Anatolie. Oh, sans jamais nous connaître. Putain, qu'est-ce que c'est bien. C'est génial. Putain, en fait, c'est ouf parce que ce film-là, je l'aime. Hein, c'est un de mes films préférés pour l'instant de cette année. Sur le peu de films que j'ai vu. C'est sublime. Mais c'est sublime dans la partie spoiler. Je ne peux rien vous raconter du film. À part vous dire que c'est extrêmement bien mis en scène pour appuyer la solitude du personnage. Ah, j'ai envie de développer, mais en même temps, je vais tout de suite spoiler si je développe. Je ne peux rien dire. Foncez voir ça. C'est très bien. C'est très très bien. Vous allez passer un excellent moment. Putain, ça tabasse, hein. Ça tabasse le film. Ça te met mal à la fin du film. T'es mal. Vivant, petit film français sympathique sur un groupe de journalistes. À voir. C'est pas un film sublimement mis en scène. Il y a quand même de bonnes petites idées. C'est un vrai film qui met en valeur ses acteurs par moment. Ils interprètent superbement bien. Donc ouais, Vivant, très sympa. Ah, j'ai vu Madame Web. Pas de commentaires. Universal Theory. Putain, qu'est-ce que c'est lourd. Universal Theory, en gros, c'est une histoire d'amour à travers le multiverse. Ouais, on va en bouffer du multivers. Cette scène d'introduction, qui est une des seules scènes en couleur du film, te donne tellement envie de suivre le reste du film. Mais j'ai plus un défaut sur l'histoire d'amour, qui est peut-être un peu le principal du film, qui fait que c'était un peu compliqué pour moi de suivre. Mais Universal Theory, très très bien, vraiment. Et le dernier film que j'ai vu au cinéma avant qu'on passe à Dune en version vocale, L'Empire. Quand j'ai vu la bande-annonce, c'était soit c'est fou, soit c'est pété du cul. Bah j'y peux rien. Hein. Non, j'ai même pas envie de développer. Et il y a certainement d'autres personnes qui vont adorer ce film-là. Et tant mieux. Tant mieux. Vous aurez raison d'aimer comme moi j'ai raison de pas aimer, je trouve. Voilà, c'est ça. Ce que j'essaye de dire. Passons à Dune. Waouh. Je viens littéralement de sortir du film. Ça fait 20 minutes que j'en suis sorti. Il faut qu'on en parle, il faut absolument qu'on en parle. Désolé pour le son au passage, j'enregistre dans mon ascenseur. Voilà, il est minuit, tout le monde dort chez moi, c'est compliqué. Donc, désolé. Ma vie est si nulle. Oh la vache. Avant de vous expliquer mon avis et de ce que j'en pense de ce nouveau Dune, je vais vous parler de d'où je viens. Moi Dune, j'ai absolument pas lu les différents livres qui composent la saga de Dune, le cycle de Dune. J'ai par contre vu le film de David Lynch, qui est j'ai beaucoup de sympathie pour ce film-là, malgré le bordel et le foutoir qu'est le film en règle générale. Et j'ai vu le premier le jour de sa sortie de Denis Villeneuve, et j'en étais sorti extrêmement déçu parce que pour moi Dune. Ah merde, j'ai ouvert l'ascenseur. J'aurais pas dû. Il est fermé. D'une première partie de Denis Villeneuve, j'en étais sorti avec la sensation de je viens de voir un film qui dure 2h30 pour me raconter en fait l'introduction de Star Wars quand les titres jaunes s'en vont dans l'espace comme ça. Vous voyez ou pas? C'est la sensation que j'ai. Et voilà, moi Dune, première partie, je suis pas parti avec des points positifs. Mais alors, si c'était pour en arriver à cette deuxième partie, je dis oui. Bon, je trouve toujours que le premier est complètement oubliable, mais cette deuxième partie, un vrai pur divertissement généreux. C'est pas non plus les films qu'on note 10 sur 10 quand même, faut pas abuser, mais on n'en est pas loin. Et puis pour ce qu'il essaye de faire, c'est-à-dire un divertissement, il le fait amplement bien. Et en termes de mise en scène, ce que j'ai noté surtout, c'est un passage où il y a un hélicoptère qui va se faire viser par une sorte de roquette. Il y a un plan où en fait on voit que le personnage de Zendaya qui vise l'hélicoptère, et dans le reflet de la lunette, on voit l'hélicoptère avec un système de mise au point. Je trouvais ça, en fait, le film est rempli de ce genre de petites idées qui me font extrêmement plaisir. Je trouve que vraiment Villeneuve s'est certainement beaucoup plus éclaté dans cette deuxième partie que dans la première, à croire qu'il s'est volontairement restreint dans la première partie pour en arriver à ce truc qui est un monstre du cinéma en termes de deuxième partie. Certainement sa manière de filmer le désert, j'avoue, ça m'a beaucoup plus marqué dans ce deuxième épisode que le premier. Le premier épisode, je trouvais vraiment que le désert était très mort. En fait, le désert était même plus dangereux, et peut-être que c'était le but, mais il y a vraiment quelque chose qui faisait que le désert, je m'en éloignais dans la première partie, alors que dans cette deuxième partie, je me trouve comme dans une situation plus familière avec le désert. Et surtout, je le trouve, il est filmé de manière plus vivante. Il y a vraiment des scènes où, la caméra, au lieu de faire un panoramique sur le désert, en fait, elle vise le désert, puis des fois la cam, elle remonte, comme si qu'elle cherchait à observer quelque chose dans le désert, mais en fait, on sait que c'est pas, elle cherche pas un verre, elle cherche pas un personnage dans le décor.
elle vise juste le désert. Et cette manière de filmer, par moments, ça me donne vraiment l'impression que c'est un personnage vivant qui vient de bouger un bras et que on essaye de voir ce qu'il fait avec ce bras. C'est vraiment, moi particulièrement, ça m'a marqué ces petits plans-là, ces passages-là. Et donc ouais, en fait, ça englobe dans la mise en scène. Que dire ? On ressent enfin le crade dans les costumes. Moi, c'est un truc qui m'avait particulièrement marqué dans le premier, qui était putain, mais les costumes, on dirait qu'ils viennent de sortir de Dior. Et en plus, j'en ai parlé avec un pote récemment qui va se reconnaître s'il voit la vidéo. Tout est propre dans le premier Dune, tout est nickel, tout est clean, tout ressemble à une putain de pub. Et on ne ressent plus ça dans cette deuxième partie. Et putain, qu'est-ce que ça fait du bien. On voit un vrai film de fiction et non pas une pub pour parfum ou une pub d'agence de voyage. J'ai trouvé ça vachement plus intéressant. L'utilisation de la musique, je la trouve souvent juste. Par moments, je la trouve peut-être un poil trop énervée, un poil trop présente, mais c'est peut-être aussi là pour appuyer les moments d'absence de musique qui sont très importants dans le film, parce que c'est des vrais moments où on se repose, c'est des vrais moments où les personnages se développent. C'est peut-être pour créer du contraste avec ces scènes-là. J'ai pas la réponse, je pose ça là, mais je trouve ça intéressant de le constater et de le faire remarquer. Le combat de fin, il est ultra bien découpé. Découpé, pour ceux qui savent pas, c'est juste la manière dont tu places tes caméras et quel plan tu choisis plus qu'un autre, et selon ton type de mise en scène. Les choix de plans ont rendu l'action d'une lisibilité sans retirer la tension de ces scènes. Et je trouve ça extrêmement fort. J'étais totalement pris par ce combat de fin qui est vraiment juste entre un personnage vs un autre personnage. Rien de fou, je vous le spoil pas, mais il est tellement prenant et il est tellement lisible. Et puis il le devient plus lisible au moment où c'est important qu'il ne le soit plus. Et puis ce cast, tout le monde critiquait Timothée Chalamet à l'époque pour son cast en disant il ressemble à un gamin, putain regardez cette deuxième partie, je vous jure il est terrifiant. Je vous jure il est putain de terrifiant. Il y a quand même un truc qu'il faut relever. Il y a quelques fois des personnages qui se téléportent. C'est ultra visible au tout début du film. Il y a un personnage qui n'a rien à foutre à l'emplacement où il est, parce qu'il a été vu quelques secondes avant, complètement à l'opposé. Voilà. Mais bon, le film n'est pas foiré à cause de ça, faut pas déconner non plus. Mais ouais, moi là, à chaud, je viens d'être complètement submergé, je viens de me prendre une bombe atomique dans la gueule. J'ai été pris et j'ai été conquis, et voilà. Allez, on passe à la suite. Voilà, on a fini pour les films que j'ai vus en salle de cinéma ce mois-ci. On va passer au rattrapage. Je l'avais annoncé le mois dernier, je vais recevoir ce coffret-là, le coffret des Universal Monsters. Donc il y a 8 films. C'est pas vraiment les 8 films qui composent les Universal Monsters en règle générale, parce que pour le coup, je me suis renseigné, il y a beaucoup plus de films. Genre, il y a la fille de Frankenstein, il y a la fille de Dracula ou le fils de Dracula. Il y a trop de films. Il y en a pas que 8. Je pensais qu'il y en avait que 8, mais pas du tout. C'est horrible. J'ai rattrapé Dracula, la momie, Frankenstein, l'étrange créature du lac noir, la fiancée de Frankenstein, et il me reste à rattraper le fantôme de l'opéra, l'homme invisible et le loup-garou. Bon, normalement je vais regarder un peu la suite de tout ce qui était Godzilla. J'ai pu rattraper qu'un seul, le retour de Godzilla. Donc c'est celui qui sort un an après le premier. Donc le tout premier sort en 1954, le deuxième il sort en 1955. Ouais bah ça se voit que c'est sorti juste à peine un an après. Le premier est vraiment une vision d'horreur du Godzilla. Là le deuxième on passe tout de suite sur le côté Godzilla qui se bat contre d'autres monstres. Et j'aime pas du tout le Godzilla qui se bat avec d'autres monstres. Vraiment pas, c'est pas bien. En fait on perd tout de suite ce côté horrifique et monstre absolu. Et là en fait on voit un Power Rangers. J'en abuse. On voit pas un Power Rangers, mais en fait on voit juste quelque chose de géant qui vient taper autre chose. Il y a que l'intro du film qui présente un peu le gigantisme du personnage, mais ça s'arrête à peu près que là. C'est beaucoup moins bien que le premier finalement, parce que le premier avait vraiment cette mise en scène du gigantisme et de l'horreur de Godzilla. Là le deuxième, c'est un vrai pur divertissement, mais pas malin et pas généreux. C'est très moyen le deuxième, et j'ai très peur de la suite là, parce que ça s'annonce comme ça pour la plupart des films de Godzilla. Ça va être compliqué je pense, les prochains visionnages. Je vais tenir tête, il va falloir que je les regarde tous de toute façon. Donc voilà, j'ai vu ce Godzilla là. Allez, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah putain, Blowout de Brian De Palma. Blowout, attends, parce que je l'ai en Blu-ray en fait. Le film de Brian De Palma, qui est une enquête / film amoureux. Ça peut paraître très classique, mais putain qu'est-ce que c'est bien mis en scène pour une film de romance. Je vous jure, ça met une patate dans tous les Flashdance, tout ce que vous voulez. Waouh, c'est tellement bien. Il y a que vraiment la dernière partie qui en fait tombe dans une mise en scène peut-être moins réfléchie, moins pensée. Ah, j'ai vu ça. J'ai pas vu la série, mais j'ai voulu m'y intéresser. J'ai regardé Miraculous, le film. C'est pas si ouf, Miraculous, le film. C'était une tentative ratée de faire un film Disney en France. Ce qui est dommage parce que pour le coup en France, on a des vrais films d'animation.
Et généralement, les vrais bons films qu'on a d'animation, c'est ceux qui essayent le moins de copier le style Disney. Dès lors qu'on essaye de s'en approcher, on tombe dans les travers de ce que fait les films Disney, qui en règle générale sont tous tombés dedans depuis ces dernières années. Et ben Miraculous, il fait partie de ça, quoi. Et c'est dommage parce que faudrait que j'attrape la série. Vu que beaucoup de gens adorent la série, je vais devoir rattraper ça de toute façon. J'ai essayé de m'approcher avec Miraculous le film, tentative ratée. Ah putain, j'ai vu Tron l'original là, de 1982. C'est vraiment fou en termes d'FX. Après l'histoire, faut pas s'attendre à un truc fou non plus. Tout le respect qu'a comment fonctionne un ordinateur, les noms donnés ont toujours une référence avec les composants d'ordinateur. Très respectueux de la sphère pour l'époque et geek concernant les ordinateurs. Moi j'ai passé un bon petit plaisir coupable devant Tron. C'est aussi un film qui arrive au cinéma d'une part, donc c'était important de le regarder. J'avais vu que Tron l'héritage. Eh vivement, il y a le 3ème qui arrive. Putain. Allez, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah, j'ai rattrapé The Ring. Alors, film d'horreur japonais. C'est très classique, mais c'est très efficace. Et puis je suis très étonné qu'en fait, la plupart des films d'horreur, The Ring et The Grudge par exemple, en fait, c'est des films d'enquête. C'est très peu des films d'horreur finalement. 12 Years of Slave. Pépite, vraiment pépite pour le coup. Il y a énormément de plans longs juste pour appuyer la violence de l'esclavage. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est parce que pour le coup, moi je me rappelle de Django de Tarantino qui est beaucoup plus dynamique. Là vraiment, les 12 ans, tu les ressens dans le film. Non pas que c'est ennuyeux, mais juste c'est horrible tout le long. Il était temps. Ah, il était temps, c'est fou. Dans un de mes cours, on en avait parlé de Il était temps. Et j'ai toujours voulu le voir. J'ai galéré. Les Blu-ray sont trop chers, beaucoup trop chers. Et puis un jour, je l'ai vu sur Prime Video. Putain, j'avais le cœur déchiré à la fin du film. Une histoire d'amour à travers un mec qui peut remonter le temps. Et puis il y a des règles qui sont vraiment sympas. Qui est à partir du moment que t'as un enfant, donc forcément, si tu remontes dans le passé et que tu modifies un petit truc, bah en fait, t'as la chose logique qui est t'as pas fait les mêmes mouvements de ton corps, donc c'est peut-être pas le même spermatozoïde qui va arriver à la fin. Donc il fait que ça sera pas le même enfant à la fin. En gros, c'est ça l'idée. Il y a des vrais enjeux dramatiques. Voilà, c'est un film qui est extrêmement bien écrit, extrêmement touchant. Dans le film, vous devez absolument rattraper, absolument. Je mets en premier Il était temps. C'est un film qui va être très facile d'accès, où tout le monde va passer un bon moment, tout le monde, vraiment. Ok, ensuite j'ai rattrapé Rain Man, le Quai des Orfèvres, Cave des Orfèvres. Putain, qu'est-ce que c'était bien le Quai des Orfèvres. En règle générale, dès qu'il y a Louis Jouvet, je suis très heureux. Usual Suspect, j'ai rattrapé Lucky de Chaplin et Les Lumières de la Ville de Chaplin. Putain, c'est un chef-d'œuvre ce film, je l'avais pas vu de Chaplin. Une journée de plaisir de Charlie Chaplin, qui est un court-métrage. Pour gagner sa vie de Charlie Chaplin. Oui, j'ai rattrapé beaucoup de Charlie Chaplin. La Ruée vers l'or, c'est hyper intéressant dans le fait que tu sens que c'est vraiment son premier long-métrage, donc c'est-à-dire le premier film gros budget, et il s'est éclaté sur les FX. Même si je trouve scénaristiquement parlant, c'est pas le meilleur qu'il ait fait, mais par contre, il s'est éclaté. Il a eu un budget, il a utilisé le budget pour l'époque. Ça se voit clairement dans le film. Une vie de chien de Charlie Chaplin. Putain, j'ai vu que du Charlie Chaplin. Las Vegas Parano, Rosemary's Baby. Ah, on a vu un film, un court-métrage de Jonathan Glazer. Jonathan Glazer, c'est celui qui avait fait Under the Sky, que j'ai en Blu-ray quelque part. Et cinéma d'allemand est sorti La Zone d'intérêt. Et il a fait un court-métrage qui s'appelle The Fall. C'est compliqué parce que le film il dure genre 4 à 5 minutes. L'histoire, c'est en 2 temps. En gros, il y a 2 actions dans le film. Allez, 3. Il y a 3 actions dans le court-métrage. 3 actions. Le style de Glazer est là. Hein. C'est waouh, c'est tellement loufoque, c'est tellement barré. Putain, vivement qu'il fait d'autres films ce mec. Putain, c'est fou. C'est trop bien ce qu'il fait. Ah oui, j'ai rattrapé The Flash. Oui, on passe pas forcément que des bons moments. Hein. J'ai rattrapé aussi Monster de Gareth Edwards, qui était le dernier long métrage qu'il fallait que je rattrape. En même temps, il en a fait que 4 en comptant celui-ci. Donc oui, sur 4, il m'en restait qu'un à regarder. Putain, waouh, putain. Quel marathon. Ah, et on va finir par le meilleur. J'ai rattrapé Le Mépris de Godard. Bon, j'aime vraiment pas Godard. Je suis désolé, je n'aime pas Godard, je n'aime pas cette prétention, je n'aime pas ce mec. Juste pour l'exemple, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres dans le film. Le mixage sonore est extrêmement important de par le fait qu'il peut vous faire entendre correctement un son et surtout par la mise en scène qu'il peut apporter. Forcément, il y a des sons qui peuvent être plus forts alors que dans la réalité, ils sont pas aussi forts que ça. Voilà, mais parce que dans la mise en scène, c'est un intérêt. Et ben lui, il mixe ça n'importe comment. La musique est beaucoup trop forte et le son des dialogues sont beaucoup trop bas. Ah, on casse les codes, putain, ta gueule. T'as des codes nuls à chier après, ils sont éclatés tes codes après. C'est vraiment, voilà. Il y a des gens qui adhèrent absolument à Godard. J'avoue, je fais tout ce que je peux pour l'aimer, je n'y arrive pas. Et j'ai encore tout ça à rattraper de Godard. Hein. Il me reste 3 films à regarder. Là, je vais passer un mauvais moment. Oh putain. Après, il faut rappeler une chose, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Godard, c'est un mec qui a marqué le cinéma français. Donc ça reste important de le regarder. Ne serait-ce que pour avoir votre propre avis et puis même peut-être comprendre le mouvement de la nouvelle vague et comprendre ce cinéaste. Et peut-être que je ne vous recommande que ça, mais c'est que vous appréciez peut-être Godard. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'apporte quelque chose de différent dans ce type de vidéo, une nouvelle forme de vidéo. Peut-être pas faire un truc de facecam, mais peut-être un truc d'audio, je sais pas. On va en discuter parce que j'avoue, je pense qu'il faut retravailler ce concept-là. C'est mon avis là-dessus. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, tu sais ce qu'il faut faire pour soutenir cette chaîne. Je fais 2 vidéos par semaine. Et puis bah je te dis à plus. Ciao.